Bonjour à tous et toutes, bienvenue à ce 6e webinaire proposé par Diabète Occitanie. Nous avons la chance aujourd'hui d'accueillir le docteur Anne Lafoncanti qui va nous présenter un webinaire autour de l'intérêt de l'autosurveillance glycémique. Alors avant de la laisser se présenter, je vais aborder quelques points pratiques pour le bon déroulement de ce webinaire. Alors, quelques précisions concernant les personnes qui nous rejoignent. Donc, on est déjà presque une soixantaine autour de l'écran. Sachez que vous étiez 270 inscrits à ce webinaire. La moitié d'entre vous, à peu près, étaient des infirmiers ou infirmières, certains ASALE ou IPA. Mais on accueille aussi aujourd'hui des pharmaciens, des diététiciens, des médecins, quelques sages-femmes, et puis d'autres profils, comme par exemple des coordonnateurs de maisons de santé ou de CPTS. Tous les départements de l'Occitanie sont représentés aujourd'hui autour de l'écran, mais il y a aussi des personnes qui viennent de bien plus loin, en France ou même ailleurs. Alors, quelques précisions sur le contenu avant que Madame Lafoncanti se présente. Juste vous dire que ce webinaire, il s'inscrit en articulation et en complémentarité avec celui qui a eu lieu au mois de juin et celui qui aura lieu au mois de décembre. Donc en juin, Madame Laugier nous a parlé de la place de l'insulinothérapie dans la prise en charge des personnes diabétiques. Donc il y avait tout un focus sur les différentes insulines, leurs indications. Et en décembre, elle reviendra pour évoquer la question des objectifs glycémiques selon les profils des patients, la gestion des hypos et l'adaptation des doses dans certaines situations. Donc ce webinaire, il est vraiment dans l'articulation dans cette série de 3 webinaires et je vous invite, si ce n'est pas déjà fait ou si vous n'avez pas pu participer au webinaire du mois de juin, à voir le replay. Justement, il y a Pauline qui nous pose une question dans le chat au sujet du replay. Il est accessible sur notre site internet, n'hésitez pas à le visionner. Alors aujourd'hui, on va aborder beaucoup de sujets et peut-être que certaines questions vont amener des questionnements autour de la nomenclature. Je pense en particulier aux infirmiers et infirmières. Alors, ce n'est pas un sujet qu'on va aborder directement avec le docteur Lafoncanti aujourd'hui, mais si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Je suis sûre qu'autour de l'écran, il y a des personnes qui sont très au point sur ces questions de nomenclature et qui pourront certainement vous répondre dans le chat. Voilà, c'est aussi un espace d'échange entre vous, le chat. Alors, je vous remercie tous pour votre présence et je vais passer la parole au docteur Lafoncanti qui va pouvoir se présenter. Bienvenue et merci beaucoup d'avoir accepté de faire cette présentation. Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, moi, je vous remercie d'avoir pris sur votre temps de repos ou de repas pour venir échanger autour du thème de l'autosurveillance glycémique. Donc, je me présente, Anne Lafoncantier, je suis médecin endocrinologue à Castres dans le Tarn, où j'ai une activité principalement libérale, mais aussi une activité hospitalière qui est principalement dédiée au parcours de soins de la femme enceinte et à l'éducation thérapeutique. Dans mes liens d'intérêt. Donc, comme vous l'a dit Anne Rosetti, ce webinaire, nous avons fait en sorte qu'il soit interactif pour que nous puissions échanger. Et il se déroulera en 4 parties, toutes ponctuées donc de temps d'échange. Donc, tout d'abord, les résultats du sondage que vous avez eu la gentillesse auxquels vous avez eu la gentillesse de répondre et qui m'ont permis après de mieux comprendre quels étaient vos questionnements. Donc, la première question était 2 mots qui vous viennent à l'esprit à la lecture du thème de ce webinaire. Et le premier mot qui est ressorti est le mot autonomie, suivi des mots éducation, puis observance, accompagnement et équilibre. Bien entendu, beaucoup d'autres mots sont arrivés, mais ce sont les 5 qui sont arrivés en tête. Selon vous, y a-t-il un intérêt à prescrire un lecteur de glycémie chez un patient présentant un diabète de type 2? Pour la moitié d'entre vous, oui. Pour 40% d'entre vous, dans certains cas, 3% ne voient aucun intérêt. Alors, mon challenge dans l'heure et demie qui va suivre, ça va être de faire en sorte que ce camembert qui est uniquement bleu en partie devienne tout bleu à la fin du webinaire. J'espère en tous les cas pouvoir vous y convaincre.
Troisième question, selon vous, quel est l'intérêt de l'autosurveillance glycémique pour le patient? Et les mots qui sont revenus sont les mots adaptation, de façon indifférente, que ce soit l'alimentation, l'activité physique ou le traitement, autonomie, compétences de sécurité par rapport aux hypo et hyperglycémies, compréhension de la maladie. Sont venus un peu plus loin les termes d'équilibre, qualité de vie, observance et relation avec le soignant. Lorsque nous vous avons posé la même question en ce qui concernait l'intérêt pour le soignant, les mots qui sont arrivés sont les mots adaptation, mais uniquement par rapport à l'insulinothérapie. Les mots suivis, autonomie, éducation et accompagnement, équilibre. Plus loin sont arrivés les termes d'adaptation par rapport à l'alimentation et l'activité physique, l'observance et les compétences de sécurité. Quelques réponses ont été données amenant une décharge pour le soignant. Et je souhaiterais, si c'est possible, qu'on puisse discuter de cet item au cours de nos temps d'échange pour voir un petit peu quelles étaient finalement les idées qu'il y avait derrière ces termes. Donc, l'autosurveillance glycémique, comment la prescrire? Le premier point important, c'est le choix du lecteur. Le choix du lecteur, il est primordial. Il va conditionner la compliance de votre patient et c'est un acte d'éducation thérapeutique à part entière. Tous les lecteurs ont une bonne fiabilité, mais il existe des spécificités pour chacun qui vont permettre de répondre aux attentes de chacun de nos patients. Et c'est pour cela qu'il est important de personnaliser la prescription, la taille, le packaging, la présence d'applications, l'autopiqueur, des patients qui vont avoir besoin d'un lecteur qui soit actif en altitude par rapport à l'hémodilution s'ils sont dialysés, ou un lecteur qui utilise des pictogrammes lorsque ils ne savent pas lire, vont être autant d'éléments qui vont faire en sorte que le lecteur de votre patient ne pourra pas être n'importe quel lecteur et qu'il va falloir prendre le temps pour le choix de ce lecteur. Et d'où l'importance aussi de ne pas substituer ces lecteurs à la délivrance. Pardon, excusez-moi. Alors, la technique d'autosurveillance glycémique, elle est importante aussi parce qu'elle va aussi déterminer la compliance. Une surveillance glycémique douloureuse est une surveillance glycémique qui ne sera pas effectuée. Le prélèvement capillaire, il va être réussi si d'abord il est fait dans de bonnes conditions, soit laver ses mains à l'eau et au savon, ne pas utiliser des solutions désinfectantes quelles qu'elles soient. Utiliser une lancette pour chaque prélèvement, c'est extrêmement important et vous avez au niveau de l'écran la photo en microscopie électronique d'une lancette qui a déjà été utilisée. Vous voyez que le bout est émoussé, donc à l'utilisation suivante, ce sera plus douloureux. Et par ailleurs, il peut y avoir des petits bouts de limaille qui restent sous la peau et qui vont pouvoir donner des panaris. Donc, pas d'économie de bout de chandelle sur les lancettes. Régler la profondeur de l'autopiqueur, c'est important aussi. Il est inutile de régler très fort l'autopiqueur parce que ça va faire mal et ça n'a pas de sens. Avec une bonne technique, on n'a pas besoin d'avoir un prélèvement qui soit profond. Utilisez les 3 doigts de la main en omettant la pince et sur les parties latérales pour protéger la pulpe des doigts, les nerfs de la pulpe et pour avoir un prélèvement qui ne soit pas douloureux. C'est extrêmement important. Et les déchets, ils doivent être mis non pas dans les ordures ménagères, mais dans des containers d'Astri qui sont à la disposition des patients. Ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut formuler et qui est important. Les objectifs. Alors, les objectifs, ça aussi, c'est extrêmement important. Donner des objectifs glycémiques personnalisés aux patients. On ne donnera pas les mêmes objectifs à un patient qui a 9% d'hémoglobine glyquée, un patient qui a 6%, une femme enceinte, une personne de 40 ans ou un patient de 90 ans. Donc, il est important de déterminer avec le patient
ce qu'on attend. Il faut s'entendre avec lui sur les situations dans lesquelles le prélèvement va faire sens et sur les horaires. C'est-à-dire qu'il est inutile de faire 2 glycémies par jour toujours à la même heure. Il faut que la glycémie, elle puisse être informative. Donc, s'entendre sur les moments où on va le faire, c'est-à-dire probablement à différents moments de la journée, et les situations où on va le faire. Par exemple, avant ou après une activité physique, avant de prendre la voiture, après un repas un petit peu test, pour savoir comment on peut après s'ajuster sur différents aliments. Expliquer aux patients comment remplir un carnet de glycémie et quel est son intérêt. Le carnet de glycémie est une source importante d'informations. Pour cela, faut-il que le patient comprenne comment il doit le remplir. Donc ça, c'est important de le préciser au départ. Donc, c'est un acte d'éducation thérapeutique qui est indispensable à la réussite. Donc, pour qui? Alors, si on reprend l'avis de l'HAS, eh bien, on se rend compte que c'est pour tous les patients. Donc, les patients qui sont insulinotraités avec plus d'une injection, ils proposent au moins 4 surveillances par jour. S'il y a une injection, c'est 2 à 4, ou si on envisage l'insuline. De même, si les patients sont traités par insulinosécréteur ou si, pour adapter un traitement, ils disent 2 par jour. Et pour les patients pour lesquels il est recherché une amélioration de l'équilibre glycémique ou comme instrument d'éducation thérapeutique, 2 glycémies par jour à 2 glycémies par semaine. Donc, vous voyez que ça concerne tous nos patients. La prise en charge est d'un lecteur de glycémie tous les 4 ans et d'un autopiqueur tous les ans. Il est extrêmement important là aussi, et c'est vrai qu'on n'y pense pas toujours, nous les soignants, de changer l'autopiqueur des patients tous les ans parce que le ressort s'use et les prélèvements deviennent douloureux. Et il n'est pas autorisé de substituer les dispositifs médicaux. J'espère vous avoir convaincu avec la diapositive précédente que la prescription d'un lecteur de glycémie, c'est personnalisé et que lorsqu'on a prescrit un lecteur au patient, on a pris du temps avec lui pour qu'il s'ajuste avec ce lecteur et que donc, un lecteur, pour lui, n'en vaut pas un autre, même si pour le soignant, ils sont tous comparables. Donc, important, il n'y a jamais d'urgence à donner un lecteur de glycémie à un patient. Donc, on peut toujours attendre de l'avoir pour pouvoir le lui fournir. 200 bandelettes sont remboursées par an et par patient non insuliné, d'où l'importance de définir des bons objectifs avec le patient et les moments où ces tests vont faire sens. Donc, je vois, je peux peut-être répondre, le problème, les carnets ne sont plus fournis par les labos. Eh bien, oui, ça n'est plus vraiment fourni, mais avec un tout simple petit carnet à ressort, on peut se fabriquer un carnet de glycémie, ça ne pose aucun problème. Je voudrais, au niveau de cette diapositive, insister sur l'intérêt d'un travail collaboratif entre les différents soignants qui agissent autour du patient. Vous l'avez vu, la prescription d'une autosurveillance glycémique, c'est un acte d'éducation thérapeutique qui prend du temps. Donc, il peut tout à fait, c'est un acte d'éducation thérapeutique qui peut être partagé entre le médecin, l'infirmière, ou l'infirmier, le pharmacien, la pharmacienne et les aidants qui sont autour du patient. Le médecin peut définir effectivement les objectifs. Le choix du lecteur peut être fait, par exemple, avec l'infirmière ou avec le pharmacien. Et c'est aussi important que chacun des soignants puisse reformuler à sa façon, avec son œil de soignant, qui va avoir un objectif différent un petit peu, en tous les cas une vision différente, reformuler les choses auprès du patient, ce qui lui permettra de renforcer les acquis et qui permettra au patient aussi de renforcer la relation de confiance avec ses soignants. Nous vous invitons à poser dans le chat. Alors, on vous invite à poser toutes vos questions dans le chat après cette première partie.
Alors, y a-t-il un site sur lequel sont répertoriés les différents lecteurs avec leurs spécificités? Je n'ai pas cette notion en tous les cas. Peut-être sur le site de Diabète Occitanie, mais je ne sais pas. Voilà, site de Diabète Occitanie. Donc, vous pouvez avoir tous les lecteurs qui sont répertoriés avec leurs spécificités. S'il n'y a pas de nouvelles questions, je vous invite à poursuivre. Aurélie nous pose une question. Les avantages et les inconvénients du capteur de glycémie, nous les verrons en troisième partie. Je vous propose de patienter un petit peu. Donc, les carnets, comme j'ai déjà répondu, on en trouve peu, mais après, on peut se fabriquer un carnet de glycémie avec un carnet tout simple. Ou sinon, les laboratoires souvent vous proposent des PDF que vous pouvez télécharger et imprimer, mais c'est sur un format A4. Donc, ce que l'on peut attendre d'une autosurveillance glycémique, alors, de la part du médecin, c'est une base de données extrêmement riche. C'est un support de travail collaboratif et ça permet d'orienter les choix thérapeutiques. Pour le patient, ça remplace le symptôme qui est manquant d'hyper, d'hypo ou de normoglycémie. Ça lui permet d'adapter son alimentation, son activité physique, donc de gagner en autonomie par rapport à la gestion de sa maladie. De ce fait, de gagner en qualité de vie parce qu'il va avoir une plus grande liberté d'action. Ça va lui permettre aussi, par tout ça, d'accepter et de mieux comprendre sa maladie, de mieux la prendre en charge, d'être plus compliant, en gros, de devenir acteur de sa maladie. Les points qui vont être communs aux deux sont l'équilibre glycémique avec une rapidité d'action plus grande que l'hémoglobine glyquée qu'on a tous les 3 mois, c'est-à-dire que là, toutes les semaines, on peut réajuster. Donc, on peut adapter le traitement avec beaucoup plus de rapidité, prévenir les complications, qu'elles soient aiguës ou chroniques, faire des choix par rapport à la maladie et renforcer l'alliance thérapeutique. Donc, je vous propose maintenant que on échange autour de cas cliniques. Et monsieur C, un monsieur de 70 ans qui a un diabète de type 2 depuis 4 ans, traité par antidiabétiques oraux, arrive à la consultation de son médecin avec son carnet et il vient de récupérer son bilan au laboratoire, mais il n'a pas ouvert l'enveloppe. Donc, il vous montre son carnet, il est super content de ses résultats, il est vraiment très fier. Et le médecin ouvre l'enveloppe, hémoglobine glyquée 8,5%. Et là, monsieur C, il est complètement dépité. Il ne comprend pas. Donc, je vous propose de répondre aux items suivants. Que faites-vous? Il y a une réponse préférentielle. Vous lui demandez de changer les horaires de surveillance des glycémies. Vous le revoyez 2 à 3 semaines plus tard. Vous lui dites que son lecteur est défaillant. Vous refaites le dosage de l'hémoglobine glyquée parce qu'il y a une erreur de laboratoire. Ou bien, vous renforcez le traitement. Vous avez un sondage qui va apparaître dans l'onglet Conversation. Vous pourrez directement répondre dans le sondage. Vous êtes nombreux à avoir aussi répondu dans le chat, ce qui est possible. Je ne sais pas si Madame Lafoncanti, vous voyez les résultats s'afficher. Oui. Donc, la réponse préférentielle est la réponse 1. Vous lui demandez de changer les horaires de surveillance des glycémies et vous le revoyez dans 2 à 3 semaines. Effectivement, c'est un monsieur qui fait une glycémie tous les jours, à la même heure, et qui est bonne. Donc, il est très content, mais en fait, il est fort possible que ces glycémies aux autres moments de la journée, soit en préprandial à midi et le soir, soit en postprandial, matin, midi ou soir, soit élevées. Et de ce fait, il ne le voit pas, nous ne pouvons pas le voir et il est difficile de renforcer le traitement puisqu'on n'a pas d'informations sur son cycle glycémique. Donc, c'est vrai que
de ne pas faire plus de glycémie tous les jours, c'est bon, mais qu'il en fasse à différents moments de la journée, qu'il fasse varier cette glycémie. Son lecteur est défaillant, ça peut arriver, mais là, ce n'est pas le premier élément qui va nous sauter aux yeux. Et refaire le dosage de l'hémoglobine glyquée ne paraît pas là aussi être l'item préférable. Le problème, il se passe surtout sur les 23 heures qui ne sont pas couvertes par la surveillance des glycémies. Donc, l'importance de déterminer avec lui et les objectifs et les temps de mesure glycémique pour que lorsque vous le reverrez avec son carnet, vous puissiez avoir les informations nécessaires et suffisantes pour l'aider à améliorer son équilibre glycémique. Alors, ce n'est remboursé que tous les 3 mois l'hémoglobine glyquée, oui. Bien sûr, mais en fait, c'était un petit peu mon propos tout à l'heure. La surveillance glycémique permet d'être beaucoup plus réactif que d'attendre l'hémoglobine glyquée. Donc, si on lui fait faire des glycémies à horaire variable, vous allez vite voir à quel moment ça cloche et vous pourrez renforcer le traitement sans attendre les 3 mois de la prochaine hémoglobine glyquée. Madame G, 52 ans, est une dame diabétique de type 2 qui est traitée par metformine, par analogue lent de l'insuline et analogue rapide matin et soir. Son hémoglobine glyquée est de 9% et elle arrive très très agacée à la consultation parce que son traitement ne marche pas et elle vous montre son carnet. Donc, vous voyez son carnet, glycémie le matin au réveil, en moyenne 1 gramme. Avant le repas de midi, moyenne 1,10 g. Et le soir, en moyenne à 2,5 g, 2,7 g. Donc, bien sûr qu'il faut majorer l'analogue rapide du soir. Vous pensez qu'elle triche sur les résultats. Vous discutez avec elle de l'intérêt de faire des glycémies à différents moments sans en faire plus et vous la revoyez pour refaire le point. Ou bien vous renforcez le traitement avec une autre classe thérapeutique. Il y a une réponse préférentielle. Donc, la réponse préférentielle est la réponse 3. Vous discutez avec elle de l'intérêt de faire des glycémies à différents horaires sans en faire plus parce que effectivement, il se passe probablement quelque chose que vous n'arrivez pas à capter et probablement quelque chose entre midi et 19 h. Donc, c'est important peut-être d'aller piocher l'information au bon endroit et il n'est pas utile de faire plus de glycémie, simplement de les faire au moment où on veut trouver l'information et peut-être bien chez elle dans l'après-midi. Vous pensez qu'elle triche sur le résultat? Écoutez, si c'était une vraie tricheuse, moi je pense qu'elle aurait triché le soir aussi. Non. Vous renforcez le traitement avec une autre classe thérapeutique. Alors, c'est un petit peu difficile parce que, premièrement, elle a déjà un traitement qui est conséquent et par ailleurs, on ne sait pas trop ce qui se passe. Donc, avant de renforcer avec une autre classe thérapeutique, moi, j'aurais tendance peut-être à aller chercher l'information. Et bien sûr, il faut majorer l'analogue rapide du soir. Alors là, je ne vais pas m'étendre dessus parce que ça sera le propos du webinaire du mois de décembre. Mais je vais juste dire que quand vous avez une glycémie qui est élevée à 19 h, renforcer l'analogue du soir, ça veut dire que vous allez agir sur la glycémie dans les 4 heures qui suivent l'injection, donc pas sur la glycémie élevée. Donc, vous le verrez ça au mois de décembre dans le webinaire, comment on adapte les doses d'insuline, mais ça n'est pas l'item le plus approprié. Donc, pour répondre, peut-on envisager de mettre en place une insuline rapide? Elle me dit bien, vous le verrez sur le webinaire du mois de décembre, mais avant de l'envisager, il faut aller chercher l'information peut-être dans l'après-midi.
Et oui, peut-être bien qu'elle est élevée l'après-midi et que c'est de là que vient le problème. Mais en tous les cas, là, on n'a pas l'info. Alors, un capteur sur 15 jours, on en parlera tout à l'heure du capteur, pourquoi pas, mais ça peut être aussi 2 glycémies par jour à horaire variable qui nous permettront d'avoir les informations suffisantes. Voilà, on vous invite à poser toutes vos questions dans le chat avant qu'on aborde la troisième partie de cette intervention. Eh bien là, vous allez avoir l'information. Si la glycémie de l'après-midi est élevée, ça veut dire qu'effectivement, il manque quelque chose pour passer le repas de midi. Et là, je vous renvoie au webinaire du mois de décembre où vous allez voir comment on va agir à ce moment-là. Eh bien, nous allons répondre un peu plus tard dans la suite à l'intérêt du freestyle. Alors, le freestyle, je vous en parlerai. Il y a le remboursement et puis il y a les bonnes indications. Donc, intérêt des glycémies capillaires, il reste un grand intérêt pour les patients. Alors, vous dites insulinodépendant. Donc là, on est chez les patients diabétiques de type 2. Peut-être vous voulez dire insulinotraité. Il y a des indications et il y a des non-indications. Le freestyle n'est pas une indication systématique à tous les patients sous insuline, même s'il est remboursé. Oui, alors ça, souvent, les patients arrivent à la consultation en disant, effectivement, j'ai fait des dextros sur 3 doigts et je n'ai pas trouvé les mêmes résultats, donc il y a un problème. Alors, il faut savoir qu'il y a une marge d'erreur sur les lecteurs de glycémie qui est en moyenne de 0,2. Donc, ce qu'on propose aux patients, c'est déjà de ne pas se tester tous les doigts dans un même temps et de refaire un test uniquement quand on a un doute, c'est-à-dire si vous trouvez une glycémie qui est élevée sans raison apparente ou une glycémie basse sans signe clinique ou sans raison apparente. Là, dans ces cas-là, c'est vrai qu'il y a un intérêt à recontrôler, mais sinon, à part mettre le doute dans l'esprit du patient, c'est tout ce que ça peut faire et c'est lié à cette marge d'erreur qu'on a. Aussi, quelque chose qu'on rencontre fréquemment chez des patients qui ont des glycémies élevées, c'est parce qu'ils ont oublié de se laver les mains. Et par exemple, s'ils ont mangé, la saison des oranges arrive, ou des mandarines, s'ils ont mangé un fruit, ils ont essuyé leurs mains et ils vont trouver une glycémie élevée parce qu'en fait, il va rester du fructose au niveau de leurs doigts et c'est ce qui va être majorer la glycémie. Donc ça, bien leur préciser que quand ils ont comme ça une glycémie élevée inexpliquée, ils lavent bien les mains et avant de revérifier. Je vous propose de continuer s'il n'y a pas de nouvelles questions. OK. Donc, on va passer maintenant au cas du système freestyle libre. Donc, déjà, la première chose, ce n'est pas un lecteur de glycémie. C'est pour ça que je vous disais que précédemment que les freestyles, ce n'est pas forcément la fin des lecteurs de glycémie. Il y a des indications particulières et ce ne sont pas des lecteurs de glycémie, c'est un système de mesure en continu du glucose qui va mesurer le glucose dans le liquide interstitiel à peu près toutes les 5 minutes et avec un décalage, donc un retard de 5 à 10 minutes par rapport au glucose sanguin. Donc, ce système est muni d'un capteur, d'un système de lecture. Donc, il y a un lecteur, mais ça peut être, on peut aussi utiliser un smartphone, d'un système de recueil des données qui est LibreLink ou LibreView, LibreView étant l'application sur laquelle le soignant va se connecter pour avoir les données du patient. Et donc, il y a le lecteur de glycémie qui va pouvoir être utilisé comme système de lecture, qui va pouvoir aussi donc être un lecteur de glycémie capillaire et de cétonémie. C'est un système qui est garanti 4 ans, comme les autres lecteurs de glycémie, comme les lecteurs de glycémie. Donc, il y a 3 systèmes. Le système freestyle libre qui maintenant est désuet. Il y a très peu de patients qui l'ont puisqu'on les remplace contre des systèmes freestyle libre 2 qui ont l'avantage d'avoir des alarmes basses et des alarmes hautes.
qui sont aidantes pour les patients. Et depuis peu, il y a la possibilité, lorsque le patient est relié avec son téléphone à l'application LibreLink, d'avoir des mesures en temps réel sans avoir à scanner s'il a par un système de Bluetooth entre son téléphone et son capteur. Le système Freestyle Libre 3, lui, n'est actuellement pas remboursé. C'est une mesure en temps réel sans scanner. Qui a une plus grande fiabilité, sachant que la fiabilité du Freestyle Libre 2 est très bonne. Et le gros avantage actuellement, c'est la petite taille du capteur qui est gros comme 2 pièces d'1 centime superposées. Donc, juste quelques éléments sur les conditions d'élimination. En fait, les capteurs sont récupérés par le laboratoire auxquels ils peuvent être renvoyés par des enveloppes à bulles préaffranchies qui sont mises à disposition des patients gratuitement. L'applicateur du capteur va dans les boîtes de recyclage d'Asri. Alors, les modalités de remboursement, je vous ai abrégé les choses. Vous avez en haut le lien vers Légifrance qui reprend les modalités de prescription et de remboursement. Donc, nous, en ce qui nous concerne, ce sont les diabétiques de type 2, âgés d'au moins 4 ans, qui sont traités par une insulinothérapie intensifiée, c'est-à-dire 3 injections ou plus ou une pompe externe. Dans ce cas-là, la prescription initiale se fait par un diabétologue ou un pédiatre expérimenté en diabétologie, ainsi que la prescription qui fait suite à la période d'essai. La deuxième autorisation qui existe depuis le mois de juin concerne les patients diabétiques de type 2 âgés d'au moins 4 ans, traités par une insulinothérapie non intensifiée, c'est-à-dire 1 à 2 injections par jour, dont l'équilibre glycémique est insuffisant, c'est-à-dire avec aussi une hémoglobine glyquée supérieure ou égale à 8%. Dans ce cas-là, la prescription initiale ainsi que la prescription qui suit la période d'essai doivent être assurées soit par un médecin généraliste ou un diabétologue ou un pédiatre expérimenté en diabétologie. Donc, ça pose les indications. Bien entendu, les indications, il faut qu'il y ait un objectif. Cet objectif est déterminé au moment de la prescription, c'est-à-dire soit améliorer l'équilibre glycémique, soit éviter des complications aiguës à type de coma hyper ou hypoglycémique, soit améliorer la prise en charge du patient. Les critères d'arrêt, ça va être soit la demande du patient parce qu'il y a une intolérance au fait d'avoir un appareil externe au niveau de la peau, soit parce qu'il y a une intolérance cutanée, soit parce que les objectifs qui ont été mis en place à la prescription du lecteur ne sont pas atteints, c'est-à-dire un patient qui n'a pas amélioré son hémoglobine glyquée, qui n'a pas fait moins d'accidents aigus, il n'y a pas d'intérêt chez lui à maintenir un système freestyle. Donc tout ça, c'est vu dans la consultation d'évaluation avec le médecin prescripteur. Un lecteur est remboursé tous les 4 ans, 26 capteurs sont remboursés par an, sans bandelette, sans lancette, les électrodes de cétonémie ne sont pas remboursées. Donc, les bonnes indications ne sont pas forcément tous les patients insulinés, ce sont des patients chez lesquels on va avoir des objectifs précis. Alors, ça peut être, par exemple, dans le cas de l'indication du patient qui n'a pas une insulinothérapie intensifiée,
Le cas d'une personne qui est sous une seule injection d'insuline, avec, comme vous le voyez sur le carnet, des glycémies qui sont aux objectifs le matin, donc ce qui traduit un bon dosage de son insuline, de son analogue lent, et chez qui on veut essayer, parce qu'il a une hémoglobine glyquée à plus de 8% ou plus, de trouver à quel moment à quel moment les choses ne se passent pas bien pour améliorer son hémoglobine glyquée, son équilibre glycémique. Deuxième possibilité, c'est un patient sous multi-injection et avec un équilibre insuffisant. Et si on revient à Madame G tout à l'heure, qui arrive extrêmement agacée à la consultation, très énervée et qui ce jour-là peut-être n'est pas en capacité de modifier ses habitudes, peut-être que effectivement à ce moment-là, plutôt que de lui proposer de changer ses horaires de surveillance glycémique parce que ce jour-là, elle n'est pas en capacité de l'entendre, elle est trop agacée, on va peut-être pouvoir aussi lui proposer le freestyle libre en lui disant, ben voilà, vous allez vous scanner plusieurs fois par jour, 6-8 fois par jour, et puis on va essayer de trouver la solution ensemble. Et ça peut être aussi un moyen, voilà, de lever des freins là et d'améliorer son équilibre glycémique. Donc la technique, je vais la reprendre brièvement. Le lecteur se paramètre déjà, la date, l'heure, les plages cibles pour le patient, les sons et les alarmes. L'application et le démarrage du capteur, la seule position autorisée pour ce capteur, c'est en haut et en arrière du bras. Le démarrage du capteur se fait soit avec le smartphone, soit avec le lecteur. Et il n'y a pas de limite du nombre de scans. Les scans peuvent se faire même à travers les vêtements. Et on ne fait de test capillaire que quand on a une valeur douteuse, c'est-à-dire une valeur trop élevée ou une valeur basse, quand il y a une discordance entre les signes cliniques et la valeur. Il faut savoir que vous ne trouverez jamais le même chiffre en capillaire et au niveau du scan, dans la mesure où vous ne mesurez pas le glucose sur les mêmes zones. Donc, c'est normal que vous n'ayez pas les mêmes valeurs. Le retrait du capteur se fait au bout de 14 jours. Lorsqu'il est décollé, il faut le remplacer, on ne peut pas le remettre. Et il faut changer le site d'insertion à chaque fois. Alors, les choses à savoir. Le capteur est actif 60 minutes après la pause. Il a une mémoire tampon de 8 heures. Ce qui veut dire que chez les gens qui vont scanner peu et qui vont passer un temps de plus de 8 heures entre deux scans, on aura une interruption des courbes et des données qui seront extrêmement difficiles à interpréter. Il est étanche jusqu'à 1 mètre de profondeur pendant 1 heure. Il y a une autonomie de la batterie de 4 jours, mais ça c'est variable en fonction du nombre de scans que vous faites. L'élimination des déchets, on l'a vu. Il n'y a pas de partage de données. Je veux dire par là que certains patients ont tendance à faire certains scans avec le lecteur, d'autres scans avec leur smartphone. Et quand ils arrivent en fait sur LibreView, on ne peut pas regrouper toutes les données. On n'a que les données du lecteur ou du smartphone. Donc, c'est important de dire aux patients que quand ils choisissent un outil de scan, ça soit toujours le même. Si le système n'affiche pas de résultat au moment du scan, on recommence 10 minutes plus tard, ça peut arriver. Dans l'avion, il faut avertir le personnel de sécurité. Il faut enlever le capteur pour tous les examens radiologiques type scanner et IRM. Donc là aussi, prévenir les patients s'ils ont un changement de capteur qui intervient dans les 3-4 jours qui précèdent un examen radiologique, eh bien peut-être vaut-il mieux que pendant 3-4 jours, ils repassent aux surveillances glycémiques pour ne pas perdre un capteur et qu'ils ne mettent le capteur que quand ils auront fait leurs examens. Il s'utilise entre 10 et 45 degrés. Et là aussi, faites attention,
quand il y a une surpression sur le capteur, ça peut abaisser les chiffres donnés. Et parfois, on peut voir chez certains patients des hypoglycémies toutes les nuits et en fait, qui sont juste liées au fait qu'il dort sur son capteur. Alors, pas d'injection d'insuline, ben voilà, ça y est, vous avez, vous avez la réponse. Pas de limite de nombre de scans. Oui, il y a un nombre minimum de scans à réaliser, comme je vous le disais, parce que si on attend plus de 8 heures entre deux scans, on a des ruptures de courbe, on va le voir. Et c'est important d'avoir au moins 6 scans par jour, sinon, quel est l'intérêt d'avoir un freestyle libre? Donc, des accessoires, on l'a vu, les bandelettes réactives, il y a des électrodes de glycémie, des électrodes de cétonémie. Les outils de lecture, donc on a soit le lecteur, soit le smartphone, et il y a des applications de partage de données, LibreLink et LibreView. Pas d'injection. Oui. Alors, vous avez aussi donc des stylos connectés, les NovoPen 6 et NovoPen Echo, qui en Bluetooth vont pouvoir noter sur l'application les doses d'insuline qui ont été effectuées. Les applications LibreView, comme je vous l'ai dit, c'est ce qui va permettre de partager les données avec le soignant. LibreLink et LibreLink Up. LibreLink, c'est ce qui va permettre au patient c'est l'application qu'il va avoir sur son smartphone, pardon. Et LibreLink Up, ça va lui permettre de partager les données avec l'entourage. Ça, c'est notamment le cas chez les personnes âgées, par exemple, ou chez les enfants. On peut aussi décharger les données sur MyDiaby. Et il faut savoir que nous allons prochainement avoir, avec le Freestyle Libre 3, un algorithme de boucle fermée avec l'ipsopompe, mais ça ne concerne absolument pas les diabétiques de type 2, puisque la boucle fermée ne concerne que les diabétiques type 1. Pourquoi scanner s'il y a un Bluetooth? Alors, en fait, ce que je vous disais, avec l'application LibreLink et le téléphone, maintenant, il n'y a plus besoin de scanner. Mais avec le lecteur, oui. Et si on n'a pas l'application LibreLink, non plus, on ne peut pas. L'interprétation des données, alors, les écrans, les deux types d'écrans que vous pouvez avoir, qui sont soit l'écran du smartphone, soit l'écran du téléphone. Donc, on va détailler un petit peu tout ce qu'il y a sur cet écran. Donc, il y a un chiffre. Le chiffre, c'est le taux de glucose interstitiel. Mais ça n'est pas le seul élément qu'il va falloir regarder. Il y a une flèche. La flèche, c'est extrêmement important. Lorsque votre flèche est horizontale, ça veut dire que votre glycémie va varier de moins d'1 mg par minute. En gros, et ce qui me paraît plus parlant, c'est de dire moins de 0,3 g en 30 minutes. Lorsque la flèche est en diagonale, c'est 1 à 2 mg par minute, soit 0,3 à 0,5 g en 30 minutes. Et une flèche verticale, c'est plus de 2 mg par minute, soit plus de 0,5 g dans les 30 minutes qui suivent. Donc ça, c'est important de l'associer aux chiffres. Ensuite, on a les courbes. Bien entendu, s'il y a eu un délai de moins de 8 heures à respecter entre deux scans. D'où l'importance de scanner plusieurs fois pour pouvoir avoir des courbes de bonne qualité. Sauf, bien entendu, chez les gens qui ont l'application LibreLink et le smartphone. Le GMI, c'est une estimation de l'hémoglobine glyquée qui est indépendante des facteurs qui peuvent interférer dans le dosage de l'hémoglobine glyquée sanguine, qui sont l'âge moyen des globules rouges, les variantes de l'hémoglobine glyquée, les interférences médicamenteuses comme l'aspirine. Donc ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça va nous permettre d'être beaucoup plus réactifs puisqu'on va pouvoir avoir ces estimations sur 15 jours et de 15 jours en 15 jours. Donc, de ne pas attendre les 3 mois pour avoir notre dosage d'hémoglobine glyquée et pouvoir réajuster vraiment beaucoup plus vite. Pour ça, il faut bien entendu qu'on ait suffisamment de données. Vous allez aussi avoir la variabilité. La variabilité en pourcentage, ça va vous donner un petit peu aussi une idée de l'équilibre glycémique parce qu'une estimation d'hémoglobine glyquée satisfaisante avec une variabilité importante, mais ça veut dire qu'il y a un diabète instable et qu'on n'est pas bien équilibré. Il y a le TIR, le Time in Range, qui est le temps passé dans la cible, c'est-à-dire 0,7 à 1,8 g par litre.
Vous allez me dire que ça paraît haut, 1,8, mais ces limites ont été données suite à l'étude du DCCT, une très vieille étude chez le diabétique de type 1. Et c'est par rapport à ça qu'on a pris ces données. Et après, vous avez le temps au-dessus et le temps en dessous de la cible. Donc, toutes ces données qui sont sur l'écran et qui vont être extrêmement importantes à analyser. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, ce n'est pas un lecteur de glycémie et ça ne s'utilise pas comme un lecteur de glycémie. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse quelques cas cliniques peut-être pour essayer de mieux s'approprier ce nouveau système. Donc là, vous avez une première personne dont on voit le pourcentage de temps où le capteur est actif 100%. Donc, si on regarde bien son échelle, le temps passé dans la cible est de 86% sans hypoglycémie, 12% de glycémie modérément élevée jusqu'à 2,50 et 2% de glycémie très élevée dans le mois qui précède, avec une estimation d'hémoglobine glyquée à 6,7% et une variabilité de la glycémie à 27,8%. Deuxième personne, donc 99% de capteurs actifs, on peut interpréter les données. Il a, lui, 69% des chiffres dans la cible, avec 3% de glycémie modérément basse, c'est-à-dire jusqu'à 0,54, 2% d'hypoglycémie très basse, puisqu'il est à moins de 0,54, 23% d'hyperglycémie modérée, 3% d'hyperglycémie importante. Une estimation d'hémoglobine glyquée, on va dire à peu près comparable, 6,9%, et une variabilité de la glycémie de 34,6%. Donc, au vu de ces données et de ce qu'on vient de dire, les analyses que vous avez là, qui est le rapport que vous avez, vous, soignant dans LibreView, d'après vous, quel est de ces deux patients celui qui est le mieux équilibré? Alors, le patient qui est le mieux équilibré, c'est le patient 1. Alors, pourquoi? On a peut-être les courbes. Ouais. Alors, pourquoi? Ben, parce que, on va dire à hémoglobine glyquée à peu près égale, hein, on ne va pas pinailler 6,7, 6,9, je vous propose. Il a un temps passé dans la cible qui est bien plus important. Et ceci au détriment des hypoglycémies notamment. Donc ça, c'est extrêmement important. Et il a une variabilité de ses glycémies, de ce fait, c'est cohérent, qui est beaucoup moins importante. Vous voyez qu'avec le freestyle libre, si on analyse bien les données, ça nous permet quand même d'avoir des informations bien plus importantes qu'avec un lecteur de glycémie. Si le patient renseigne bien, s'il fait suffisamment, si on a suffisamment de points de courbe, puisque alors qu'avant, on aurait pu être satisfait chez ces deux patients de façon égale, et bien là, on se rend compte qu'il y en a un chez qui on peut améliorer les choses et l'autre chez qui on n'est vraiment pas si mal que ça. Donc, ça nous permet quand même d'être beaucoup plus pointu dans la gestion de ces patients si on utilise le freestyle libre vraiment tel qu'il est, c'est-à-dire comme un système de mesure en continu du glucose et non pas comme un lecteur de glycémie, où on se prive de cette somme d'informations qui sont extrêmement précieuses. Deuxième cas clinique, c'est un monsieur de 60 ans qui a un diabète de type 2 compliqué de microangiopathie. Donc là, j'ai fait une erreur, il n'est pas sous 4 injections d'insuline, il est sous 3 injections d'insuline. Un analogue lent et 3 analogues rapides. Il a une estimation d'hémoglobine glyquée sur le dernier mois à 6,9%. Donc, son capteur, pourcentage de 99%, il scanne vraiment bien. Et là, vous voyez que
il a des hypoglycémies en fin de nuit et en fin de journée. Quand on regarde les événements d'hypoglycémie, donc chez ce monsieur, est-ce que vous pensez que ce patient est bien équilibré ou pas? Et est-ce que vous allez modifier la dose d'analogue rapide du matin? Ou est-ce que vous allez modifier la dose d'analogue lent? Vous avez plusieurs réponses possibles. J'ai l'impression que tout le monde a répondu. Je pense Bon. qu'on va pouvoir continuer. Alors, donc, chez ce patient, donc on le voit, hypoglycémie, surtout en fin de nuit, fin de journée aussi. Et là, il doit y... Voilà, fin de journée. Ensuite, vous voyez sur les courbes ces hypoglycémies qui sont tracées en fin de nuit. Et cette personne renseigne, ce qui est très intéressant, ses doses d'insuline. Donc, dans la cartouche vert clair, vous avez les doses d'insuline rapide et dans la cartouche vert foncé, les doses d'insuline lente. Et bon, à part une petite erreur sur le lundi 28, là où on a un 16, vous voyez qu'il n'y a pas eu de modification des doses d'insuline lente. En fait, ce patient, il n'est pas très bien équilibré, même s'il a 6,9% d'hémoglobine glyquée, parce qu'il fait des hypoglycémies. Et qu'est-ce qu'il va falloir faire? Alors là, je ne vais pas m'apesantir dessus parce que c'est l'objet du webinaire du mois de décembre, mais je vais quand même juste aller un petit peu plus loin pour que vous ressortiez quand même pas frustré de ce cas clinique. Alors, l'analogue rapide du matin, je ne le modifie pas puisqu'on l'a vu tout à l'heure, il va agir dans la matinée, donc il n'agit pas sur l'hypoglycémie de la nuit. Et c'est l'analogue lent que je vais modifier. Et on voit que ce monsieur, il n'a pas du tout modifié ses doses d'analogue lent malgré les hypoglycémies qu'il fait. Donc, ça nous permet là aussi de mieux ajuster, de mieux savoir ce qui se passe parce que la nuit, il n'a peut-être pas ressenti ses hypoglycémies, de mieux savoir ce qui se passe et de mieux ajuster son traitement alors qu'on aurait pu penser avant qu'avec une hémoglobine glyquée à 6,9%, il était bien équilibré et que les glycémies capillaires uniquement, même si elles étaient faites 4 à 5 fois par jour, ne nous montraient peut-être pas ce qui se passait la nuit. Donc, intérêt chez ce patient du freestyle libre bien utilisé, avec la lecture des courbes et ne pas se fier uniquement aux chiffres. Troisième cas clinique, monsieur B, 70 ans, c'est un patient diabétique de type 2 multicompliqué, traité par 4 injections d'insuline, 3 grammes de metformine et un analogue du GLP-1. Donc, son estimation d'hémoglobine glyquée est à 7,4% sur le dernier mois, avec une variabilité de glycémie à 36,1%. La plage dans la cible est de 60%, avec globalement surtout des hyperglycémies. Et vous avez les courbes de ce monsieur à côté. Donc, vous montez les doses d'insuline, vous baissez les doses d'insuline, vous reprenez avec lui les bonnes pratiques d'utilisation du système freestyle libre. Vous lui demandez de faire des contrôles capillaires en plus pour mieux appréhender son équilibre glycémique. Il y a plusieurs réponses justes. Donc, vous le voyez, ce monsieur, en fait, il se surveille, il se scanne peu. Donc, on a des ruptures de courbes. Il y a des temps quasiment tous les jours où on ne sait pas ce qui se passe. De ce fait, que ce soit l'estimation d'hémoglobine glyquée, la variation de glycémie, on ne peut absolument pas interpréter ces données. On est limité dans l'interprétation des données. Vous voyez qu'il ne renseigne pas non plus ses doses d'insuline. De ce fait,
c'est la personne avec qui il va falloir vraiment reprendre toutes les bases de l'utilisation du système Freestyle Libre, les bonnes pratiques, comment on s'en sert, à quoi ça sert, ce qu'on doit faire pour avoir des informations, parce que ce monsieur, il utilise à peine comme un lecteur de glycémie quand il a le temps, il ne s'en sert pas, il ne regarde pas ses courbes, il ne s'en sert pas pour adapter ses doses d'insuline. C'est quand même un petit peu dommage. Donc, c'est important de reprendre tout ça avec lui, de reformuler tout. Il n'y a pas d'intérêt à lui faire des contrôles capillaires en plus. C'est juste qu'il faut qu'il scanne. De ce fait, il est extrêmement difficile de lui proposer des modifications de traitement puisqu'on n'a pas les données suffisantes pour le faire. Donc, je voudrais maintenant vous parler d'un système qui est sur le marché depuis le mois de septembre. C'est le système de mesure en continu du glucose Dexcom One. Donc, c'est un système qui va intéresser les mêmes personnes que le système Freestyle Libre. Vous avez le lien qui vous ramène aux conditions d'utilisation et de remboursement. Je vous ai juste fait une petite... alors, on ne va pas reprendre non plus des cas cliniques parce que les données, vous allez voir que vous avez seront les mêmes que celles du freestyle libre. On les interprétera de la même façon et on les utilisera de la même façon. C'est juste un autre système qui est sur le marché avec quelques particularités que je vous ai listées. Donc, ce système est muni d'un capteur, d'un transmetteur qu'on place sur le capteur. Après, il y a ou un récepteur ou un téléphone compatible. Et l'application de décharge des données, c'est l'application Dexcom Clarity, qui va être une application que le patient devra télécharger pour décharger les données et pour ensuite les transférer à son soignant. Il y a aussi la possibilité d'utiliser MyDiaby, mais il faut passer par l'application Clarity pour aller sur MyDiaby, donc une manipulation un petit peu plus complexe que le freestyle libre. Le capteur, alors les différences, c'est que le capteur est actif 120 minutes après la pause et non point 60 minutes. Le gros intérêt, c'est les zones de pause. Donc, il y a l'arrière du bras comme avec le freestyle libre, mais on a aussi la possibilité de le poser au niveau de l'abdomen et chez l'enfant uniquement au niveau de la fesse. Donc, ça, c'est extrêmement intéressant, notamment chez des gens qui ont des problèmes de tolérance ou chez des gens qui ne veulent pas le placer pour des raisons esthétiques, notamment l'été. La mesure est instantanée. La mémoire du transmetteur est de 3 heures. Donc, il faut absolument maintenir le récepteur ou le téléphone à 6 mètres au moins du transmetteur. Sinon, il y a une perte de signal et une perte des courbes. Il est étanche plus profondément jusqu'à 2,40 m pendant 24 heures. L'élimination des déchets. L'inserteur et ce qui permet d'insérer le capteur et le transmetteur vont être placés dans les boîtes d'astrie violettes, non pas les jaunes. Et par contre, les capteurs, eux, vont aux ordures ménagères. Les flèches, elles existent de la même façon, mais il y a en plus une autre flèche, une double flèche verticale qui indique une montée ou une descente de plus de 3 mg par minute. Donc celle-là, elle est extrêmement intéressante aussi parce que ça nous permet de voir s'il y a une variation très rapide. Il y a aussi des alarmes basses et des alarmes hautes, mais en plus, il y a une alarme aussi extrêmement intéressante. Plutôt qu'une alarme haute, c'est la troisième alarme, c'est le temps passé en hyperglycémie. Parce que très souvent, si vous mettez toutes les alarmes à votre patient, que ce soit sur un Dexcom One ou sur un freestyle libre, ça va sonner tout le temps. Au bout d'un moment, le patient, il ne s'en occupe plus. Donc, ça peut être intéressant des fois de ne pas mettre les alarmes hautes, mais dans ce cas-là, de mettre une alarme de temps passé en hyperglycémie parce que c'est ça qui va être important. Pas quand il va faire un pic après le repas, mais s'il reste longtemps en hyperglycémie. Il s'utilise entre 0 et 42 degrés.
Et là aussi, la pression sur le capteur peut fausser vers le bas les chiffres, mais sinon, ça donne un message d'erreur. Alors, les conditions de remboursement sont les conditions qui étaient jusqu'à ce jour, jusqu'au mois de juin, les conditions de remboursement du freestyle libre, c'est-à-dire des patients, en ce qui nous concerne, diabétiques de type 2, âgés d'au moins 4 ans, et avec une insulinothérapie intensifiée, c'est-à-dire 3 injections ou plus, ou pompe. Prescription initiale ainsi que la prescription suivant la période d'essai assurée par le diabétologue ou le pédiatre expérimenté en diabétologie, avec une éducation préalable du patient ou de son entourage dans une structure spécifique. Donc, il n'y a pas l'indication chez le patient sous insulinothérapie non intensifiée. Les critères, les critères de mise en place sont les mêmes que les objectifs pour le freestyle libre. Les critères d'arrêt sont les mêmes. La période d'essai, c'est la même. Et l'évaluation, c'est la même. Donc, il y a un kit qui est prescrit et qui est garanti. 36 capteurs sont remboursés par an et 4 transmetteurs parce qu'effectivement, le transmetteur dure 3 mois. Et quand vous changez votre capteur tous les 10 jours, vous remettez le transmetteur pendant 3 mois. Il y a 100 bandelettes, 100 lancettes qui sont remboursées. Les électrodes de cétonémie ne sont pas remboursés. Et le transmetteur ne fait pas la lecture des glycémies et de cétonémie, contrairement au récepteur du freestyle. Donc, le récepteur du Dexcom n'a pas cette fonction. C'est un petit peu plus compliqué aussi à la pause. Il faut ou rentrer un code ou scanner un QR code. Donc, ça demande quand même probablement soit qu'il y ait un entourage, si le patient n'en est pas capable, qui soit un petit peu plus formé aux techniques moderne, soit un patient voilà, qui puisse savoir manipuler déjà tout ce qui est le Bluetooth, les QR codes, les téléphones. Voilà. C'est peut-être un système au départ un petit peu plus compliqué, mais qui a voilà, d'autres avantages par rapport au freestyle libre. Mais globalement, c'est un deuxième système qui nous permet maintenant d'avoir ce choix. Donc, je vous propose qu'on prenne un temps d'échange. Alors, j'ai vu des questions qui sont passées. Notamment, c'était... il nous arrive de mettre... Oui, alors, oui, on peut mettre des offsites, ça ne gêne pas. Et maintenant, il y a des capteurs Protect, ça s'appelle, qui sont adaptés au freestyle libre, que l'on positionne sur le capteur et qui durent les 15 jours du freestyle, qui se vendent en pharmacie. Je crois que c'est 4,90 € par mois. Et certaines mutuelles les remboursent. En plus, ils sont assez jolis, donc l'été, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'il y a fait le GMI, oui, vous ne le trouverez pas sur le lecteur, vous le trouverez sur le téléphone ou dans LibreView. Est-ce qu'il faut prévoir un... Oui, c'est important de prévoir un temps de formation. Dans la prescription initiale du freestyle libre, c'était comme dans le Dexcom One. Il était nécessaire qu'il y ait une éducation qui soit effectuée pour le patient ou l'accompagnant dans un système, dans un centre adapté. Oui, c'est important pour qu'on puisse bien utiliser ces systèmes. Il est important que le patient soit formé et que le soignant soit formé, parce que effectivement, c'est pas forcément inné de savoir faire lire des courbes de freestyle libre. Hein. On l'a tous appris parce que au départ, on ne savait pas l'utiliser. Donc, c'est important que le soignant soit formé, que le patient soit formé
Et pour les patients qui ont des systèmes freestyle libres qui n'utilisent pas, mais que l'infirmière libérale utilise, il est primordial que l'infirmière libérale sache l'utiliser. Et ne l'utilise pas, non pas comme un lecteur de glycémie, mais l'utilise comme un système de mesure en continu de glucose, c'est-à-dire qu'elle utilise les flèches, et pas seulement les chiffres, les courbes, pour adapter les doses d'insuline, et non pas comme un lecteur de glycémie, et qu'elle demande aux patients, entre ces passages, de scanner, parce que ça, c'est pas très compliqué à faire, qu'elle puisse avoir aussi, elle ou le médecin qui suit le patient, la décharge des données sur LibreView pour pouvoir réajuster le traitement. Donc, c'est un système qui va prendre peut-être un peu plus de temps dans l'interprétation des données, mais qui va être extrêmement intéressant. Une nouvelle question, Christelle, peut-être, et ensuite Alors, on pourra passer à la dernière partie. l'éducation, on peut envisager une TPA adossée à un service de diabéto. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez effectivement envisager avec un service de diabéto. Ça me paraît très intéressant, même comme idée de collaboration ville-établissement. Je pense que c'est extrêmement enrichissant, oui. Et puis ça, c'est quelque chose qu'après, vous allez pouvoir aussi ajuster sur le système Dexcom One. Ouais, ouais, c'est une super idée, ça. Patient en hypoglycémie la nuit, mais tracé plat. Est-il possible que ce soit tracé plat attendez, je ne comprends pas. Tracé plat. Alors, refaire le point sur les flèches, oui. Alors, les flèches qui sont à côté des chiffres permettent de voir quelle va être la variation glycémique dans les minutes qui suivent. Puisque, on l'a dit, il y a un décalage entre la glycémie capillaire et le glucose interstitiel. Donc, une flèche verticale, ça veut dire que dans les 30 minutes, ça va être une variation de 0,5 g. Une flèche en diagonale, c'est une variation de 0,3, 0,5. Et une flèche horizontale, ça veut dire que la variation est de moins de 0,3 g dans les 30 minutes qui suivent, donc qu'on a le temps de voir venir. Écart entre la glycémie capillaire et la glycémie du capteur, c'est pas la même. Ça ne se compare pas. Capteur, c'est du liquide interstitiel, il y a un décalage de 10 minutes, glycémie capillaire, c'est voilà. Donc, vous ne comparez pas, c'est pour ça qu'il vous faut utiliser et le chiffre et la flèche. Et tracé plat, je suis désolée, je n'ai pas compris. Christelle, peut-être vous pouvez préciser votre question dans le chat. Je vous propose de poursuivre s'il n'y a pas de nouvelles questions. Il est en hypo toute la nuit, vous voulez dire? Donc là, plusieurs choses qui peuvent vous informer. Ici, là, en hypo toute la nuit, toutes les nuits. Ben, vous allez pouvoir regarder déjà comment il est la courbe est plate et droite. C'est un peu bizarre là, oui, effectivement. Il faut peut-être voir comment il dort la nuit, voir s'il n'y a pas une pression sur le capteur. Ouais. Ça paraît très, très, très étonnant, ouais, effectivement. Là, il faut se reposer des questions, surtout que s'il est en hypo toute la nuit, a priori, le matin, il va être en hyperglycémie, il va faire une hyperglycémie réactionnelle. Donc, s'il a une courbe plate sans remonter le matin, c'est probablement un problème technique, oui. Donc, pour terminer, quelques petits, donc on va vous donner les ressources de ce webinaire et puis quelques petits messages qui me paraissent importants. Donc, j'espère que j'ai pu vous convaincre et vous les avoir fait passer. C'est que la surveillance glycémique, ça doit faire sens à la fois pour le soignant et pour le patient. Un patient qui fait une surveillance glycémique que le soignant ne va pas utiliser, ben, ça ne va pas faire sens pour le soignant, mais pas non plus pour le patient. C'est un acte d'éducation thérapeutique. C'est important. C'est important dans la prise en charge de la maladie, de l'équilibre glycémique et du traitement du patient. Et j'espère vous avoir fait aussi comprendre que c'était un outil majeur de l'alliance thérapeutique
ce qui est vraiment une évidence à partir du moment où ça va faire sens pour le soignant et pour le patient. C'est extrêmement important aussi de voir qu'autour de cet acte, qui peut paraître banal, c'est un acte extrêmement important et c'est un acte qui va impliquer tous les soignants qui gravitent autour du patient. Ça, c'est un message que j'aimerais pouvoir vous faire passer. C'est extrêmement important qu'on puisse tous travailler autour de ça avec le patient. Vous voyez apparaître à l'écran quelques ressources. Sachez que le diaporama vous sera envoyé par mail dans les jours qui suivent. Et je vous invite à aller sur le site de Diabète Occitanie où vous trouverez de nombreuses ressources, fiches pratiques sur ces sujets-là. Alors, je vois qu'il y a quelques questions. Qu'est-il proposé aux médecins généralistes en termes de... écoutez, moi, je pense que ça, je ne suis pas certaine qu'il y ait des choses proposées de façon officielle, mais en tous les cas, vous pouvez tout à fait vous rapprocher des diabétologues avec lesquels vous travaillez pour envisager des formations. Il n'y a pas de souci. Je crois qu'on est tous à votre disposition pour en discuter, voir comment on peut mettre en place des choses qui soient importantes pour tout le monde et qui puissent faire sens pour tous. En tous les cas, je tiens à vous remercier encore pour avoir passé ce temps avec moi pour échanger. Et puis, comme je le disais en début de webinaire, j'espère que le camembert, là, il est tout bleu si on repose la question. Merci à vous, Madame Lafoncanti, pour cette intervention de qualité. Merci beaucoup. Pour les personnes qui souhaitaient des informations sur les formations, sur l'éducation thérapeutique, n'hésitez pas à reprendre contact avec nous. Peut-être il y aura la possibilité d'échanger sur ces questions ou même de développer des projets propres à vos structures ou à votre territoire. Je vous informe que le prochain webinaire aura lieu le 19 décembre sur les bases de l'insulinothérapie pour aller plus loin, car c'est la suite du webinaire du mois de juin. Il s'inscrit en articulation avec celui-ci. Et à partir de 2024, on va vous proposer une formation sur une journée sur ce thème, l'infirmière et l'insulinothérapie à domicile, adaptée, accompagnée, se coordonner. Si c'est un thème qui vous intéresse au sein de vos équipes, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse vous faire des propositions de projets dans ce sens. Manuela nous a mis un lien dans le chat sur le questionnaire d'évaluation. On vous remercie de prendre une toute petite minute, cliquer et répondre à quelques questions. Ça nous aide à améliorer au fil de l'eau ces propositions qu'on vous fait. Le replay, il sera en ligne d'ici quelques jours, d'ici la semaine prochaine. N'hésitez pas, s'il y a des points de précision que vous souhaitez revoir ou si vous souhaitez le diffuser au sein de votre équipe, n'hésitez pas à le partager. Et un grand merci, Madame Lafoncanti, un grand merci pour cette présentation. Merci à chacun aussi pour votre disponibilité et votre fidélité, car vous êtes nombreux à revenir régulièrement.